recherche donc des planètes situées sur un schéma dit de zone d'habitabilité, c'est-à-dire proches d'une étoile chaude comme notre Soleil, à une distance raisonnable. Donc je viens de citer les raisons. Qu'est-ce qu'il faut pour que ce soit une zone raisonnable, pas trop loin, pas trop près, pas trop loin pour avoir tout à l'état liquide, pour que ça puisse diluer les micro-organismes, ce qui va donner de la vie à des micro-organismes, et puis pas trop près, autrement c'est comme Vénus, et puis là on ne va pas y trouver des êtres vraiment intéressants s'il y en a. En gros, hein, bon, c'est ça. Donc, l'ufologie, on s'intéresse à ceci, comme en ufologie, les formes de vie évoluées sont les seules susceptibles de nous intéresser, car les phénomènes, les engins ou objets inconnus, s'ils ne sont pas l'œuvre des êtres humains, c'est-à-dire des prototypes, des armes secrètes fabriquées, que ce soit des tests faits par des industriels ou des scientifiques, tout ce que tu veux, quoi. Si ceci ne relève pas du jouet, d'un particulier également, attention, ça découle sur le marché, donc là je vais mettre en garde les ufologues enquêteurs, il est en train de se fabriquer des petits bijoux là, et puis moi je vais vous faire des triangles, et puis je vais vous faire des trucs, et si c'est haut dans le ciel, que vous ne savez pas que je suis sur le parking, vous allez vous faire abuser. Et c'est des futurs fakes. Malheureusement, on ne va pas être aidés dans ce truc-là, mais je tenais quand même à le dire. Ça interrogeait pas, parce que là, ils sont basés sur les langues thaï. Donc, au moins, je vais vous donner un autre moule. Allez voir du côté des Japonais, qu'est-ce qu'ils font. Vous allez voir, on a Goldorak qui est en train de sortir des... allez voir sur mon site Japon Passion de Sylvain, vous allez voir, on a un robot, c'est Goldorak. Bon, en gros, je caricature. Ils font des trucs assez spéciaux, allez voir. Donc les ufologues, avant de nous traiter d'illuminés, on est quand même au courant de certaines choses. Voilà. Bon, ça c'est un petit clin d'œil au passage. Mais c'est bien de parler des méprises, parce qu'il faut les dire. Mais à un moment donné, arrêtez de prendre des vessies pour des lanternes. S'il y a eu des rapports qui ont été faits, des budgets alloués, ouais, s'il y a des budgets alloués, s'il y a eu des projets, des rapports qui ont été faits par l'armée la plus puissante du monde, et que je sache, ce sont les États-Unis, les Russes n'ont pas été en reste, sauf que c'était un peu plus secret. Et puis là, petit à petit, c'est marrant, parce que le bloc de l'Est s'est détruit, on va essayer peut-être de gagner un peu plus d'informations de ce côté-là, mais il y a aussi le continent sud-américain, où là, on a des affaires qui sont quand même, le projet Prato, entre autres, l'affaire Varkina, qui sont quand même chelous. Et mais le GEPAN, il préfère esquiver ça, puis dire, écoutez, moi, j'étais pas un directeur, donc, ça ne me concerne pas. Alors bon, le boulanger, s'il ne connaît pas sa recette de pain, je vais avoir peut-être quelque chose à lui dire, si jamais son pain est dur à la dent. C'est ça que je veux dire. Donc c'est bien de parler de ce qui existe, des méprises, mais bon, je veux dire, bisounours, ça va 5 minutes. Donc parlez-nous, je lance un message là. C'est bien de dire, il y a des méprises, il y a des gens qui font des canulars. Oui, il faut le dire, il faut le dénoncer. Mais arrête avec ça. C'est pas ça qu'on veut savoir, nous. Parlez-nous du crash de Thomas Montel en 1942. Il a confondu Vénus, le gars. Eh ben, purée, je veux dire, c'est à l'heure actuelle nos pilotes qui ont des têtes nucléaires à bord de certains mirages comme le Rafale, ou pour les Américains à bord de leur BE ou autre, ben moi je m'inquiète. Donc là j'ai mis un petit coup de gueule, mais il vaut ce qu'il vaut. Maintenant, moi j'ai rien contre le GEPAN. Mais si c'est pour nous sortir que chaque fois c'est des farandoles de mariage de Casimir et de Disneyland, il faut fermer cette institution parce que ça coûte quand même aux contribuables. Voilà. Donc, faisons du travail sérieux, mais avec des gens sérieux, et arrêtez de faire le tour de France, et puis d'user des hôtels et puis des voitures de location pour raconter des conneries. Alors, bien sûr, les théories ne manquent pas. Et moi qui croyais que j'étais le seul à en vouloir. Non, mais j'ai rien de plus contre, mais je veux dire, ça gave. Quoi, à un moment donné, d'entendre toujours les mêmes choses, et vous avez les grands médias qui tournent en boucle, et ils nous font voir les canulars. Et les hommes et qui sont vrais, qui étaient des canulars. Parlez-nous, s'il vous plaît, la TF1 et compagnie, l'affaire Edelsham. S'il vous plaît, la Nick Pope, 4 ans au ministère de la Défense britannique. C'est un illuminé, ce gars-là. Parlez-nous des témoignages d'astronautes. Gordon Cooper, Buzz Aldrin, Edgar Mitchell. On les classe dans quelle catégorie? Les illuminés? Les pilotes de chasse, Jack Green, Jean-Gabriel Grélé, que nous avons eu avec Christian l'honneur de parler, quelqu'un de très très bien, le commandant du BOC, le pilote d'hélicoptère Michaud. Parlez-nous de ces
ces témoins-là. Arrêtez de me faire voir le gars qui me ressemble, le gourdin avec de rouge, s'il vous plaît. Faisez voir des témoignages avec des gens fiables et que les gens se posent des bonnes questions. On sait très bien que tout ne peut pas être dévoilé parce que il y a la sûreté nationale, il ne faut pas créer de chaos, de désordre. Bien entendu, il faut y aller mollo. Bien entendu, on ne va pas dire aux informations, eh ben ça c'est un autre truc, c'est un appareil secret, parce que si les Chinois veulent nous rentrer dedans, eh ben on ne va pas leur dire ce que l'on a, on sait très bien. Mais arrêtez de nous dire systématiquement, lampe taille, cerf-volant, frisbee lancé sur la plage par mon gamin, puis moi comme un con, j'ai cru que c'était... Non, il faut arrêter quoi. Parlez-nous des trucs concrets. Le rapport Cometa, je veux dire, il est très très bien fait ce rapport. Après, il ne dit pas ouvertement que c'est des extraterrestres, il dit que c'est l'hypothèse la plus plausible. Pourquoi? Parce que... L'hypothèse la moins bête, l'hypothèse la moins idiote. Ouais, la moins idiote, quoi, l'hypothèse la moins idiote. Peut-être que finalement, l'hypothèse est fausse, mais en tout cas, elle n'est pas écartée. Quand même, le rapport Cometa, Christian, tu me corriges si je dis une erreur, 5 généraux. Amiraux. Et amiraux. Et amiraux, hein, donc confondus. Il faut les classer dans les illuminés. Bah, hein. pour un ingénieur du GEPAN, oui. Voilà, donc... Bon, c'est juste ça. Alors, fermons la parenthèse, c'est pas une réunion contre le GEPAN, néanmoins. Cette vidéo est publique. Bon, c'est une chose simplement que je voulais dire. Alors, donc, je vous ai présenté l'ouvrage de Tis Anderson. Alors, on y découvre, dans ces récits, les mêmes problèmes que ceux liés à l'ufologie. Alors, effectivement, néanmoins, hein, religion, croyance, effectivement, là aussi, il y a du danger. Hein, parce que si je critique des institutions officielles qui font un blackout, un cover-up, je critique tout autant les illuminés. Nibiru et 3 vaisseaux spatiaux qui sont en train d'approcher pour la Terre le 21 décembre 2012, comme le 22, eh ben, on va dire, bah, merde, finalement, il n'y a rien eu. Finalement, ça va être repoussé en 2076. Oh. Donc, les illuminés aussi, s'il vous plaît, circulez, il n'y a rien à voir. C'est bien que vous croyez à ça, mais faites votre petit comité, mais dites-vous pas ufologue. Un peu de respect, voilà. Voilà, on fait de la recherche sérieuse. Et autant c'est désagréable des gens qui vous disent ce sont des lampes taille, c'est ceci, c'est cela, mais à l'inverse, c'est désagréable de dire moi j'ai une grenouille, elle volait, hein, j'invente mon coup, c'est ça. Non, sérieux. Il y a des trucs qui sont inexpliqués. Dans certains cas, on pense que ça peut être exotique. On pense. Point d'interrogation. Et ça, au moins, c'est pas parler de langue de bois. Hypothèse. Il n'y a pas de mal à dire, on ne sait pas. Hypothèse. Moi, dernièrement, j'ai mis un truc en ligne, c'était un fake. J'assume. Je suis un être humain, je me suis fait avoir, j'ai pas le temps de vérifier, parce que je bosse, hein, entre-temps. Et là, j'étais un peu fatigué, j'ai pas vérifié, j'ai mis en ligne. Et puis, bon, les internautes, que je remercie d'ailleurs sur nos sites, ils disent, oh, vous vous rendez compte, vous devenez plus crédible, c'est cela, vous avez mis ça, c'est une connerie qui circule depuis 2009, on a rectifié le tir. Moi, j'estime qu'on doit être transparent et honnête, tout simplement. Si j'avais la réponse et de vous dire c'est extraterrestre, je sais d'où ils viennent, j'en apporte la preuve, ok. Et là, c'est pas le cas. Donc, on parle de théorie, on parle d'une piste. Hein? Donc, il ne faut pas non plus être trop dans un sens ou dans l'autre. Alors, on découvre, donc, effectivement, que, eh ben, il y a des cas qui ont été faits, qui ont été vus, et ces cas, suivant effectivement la culture de l'époque, avant c'était plus assimilé à des dieux, on va dire, hein, dans l'Antiquité, plus assimilé à la Bible ou au Coran, ou ce que vous voulez, et à l'heure actuelle, avec la technologie, avec les films de science-fiction, on s'oriente plus vers l'hypothèse extraterrestre, mais est-ce que l'un n'est pas la même chose que l'autre? Je ne sais pas, hein. Voilà, c'est peut-être complètement con, mais par rapport à l'époque concernée. Voilà, après c'est une histoire d'identification, tout simplement. Hein? D'interprétation. D'interprétation. Exactement. Plus exactement. Alors on découvre ainsi certains récits qui au final présentent les mêmes problèmes. Voilà. Une chose est presque criante néanmoins, les observations se ressemblent à travers les âges. Sphère lumineuse maintenant, boule de feu dans l'Antiquité. Roue de feu, Oui.
les rares, quoi. Bouclier volant. Bouclier, cylindre, cigare. Bon, voilà. Petit cubain. Là, il y a quelqu'un qui... Ah, Vous nous accordez encore 10 minutes? si je 5-10 minutes, oui, je pense. Merci Je suis en beaucoup. retard, peut-être? 10 minutes. Non, t'es pas en retard, mais je Non, pense non, que c'est comme parce les gens que- veulent aussi rentrer à cause de la neige, C'est parce qu'en fait, on avait voilà. beaucoup de clients ce soir, donc en fait, on va fermer dans 5 minutes. D'accord. on Il n'y a plus fait personne en au bas, en plus fait, court. c'est pour ça. Merci beaucoup, mademoiselle. Voilà. On vient tout de suite. Pas de soucis, merci. D'accord. Alors donc je vais vite en terminer. Je terminerai avec ça. De toute façon, le site investigation océanographique et OANI. Allez voir ce qui vous intéresse. Il y a une page mystère et légendes qui sont des fois à l'ouest de l'ufologie, mais peut-être que dans certains cas il peut y avoir une ligne intéressante. Allez voir du côté océanographique et exobiologie. Là c'est le truc très figé qui plairait au CNES d'ailleurs, au CNRS, puisque là c'est très scientifique. C'est des sources que j'ai prises sur le site scientifique d'ailleurs. Mais allez voir, pour ce qui nous concerne, les OANI. Et là vous verrez les 4 témoignages que j'ai pas eu le temps de vous citer ce soir. Il y en a du Norfolk, il y en a du MUFON, et donc des cas un peu plus isolés. Voilà. Alors, donc je vais vous donner quelques exemples à titre de comparaison sur les performances. L'un des records de plongée sous-marin normal est de 1900 mètres. Alors qu'on a eu des cas à 6000 mètres. Les sous-marins de poche comme le Nautilus descendent beaucoup plus bas. Son potentiel en immersion se situe aux alentours de 6000 mètres de profondeur. Et le Mir également. Le Mir, c'était le truc russe. Le Nautilus lancé par la France, au début de l'année 1985, possédait des vitesses de montée et de descente élevées à 1 mètre par seconde. On peut constater que les OSNI ont des performances très supérieures. Comme par exemple pendant les manœuvres en Atlantique Nord de 1963. Le porte-avions américain WASP, W-A-S-P, et 12 autres vaisseaux détectèrent un engin énorme, voyageant sous l'eau à 150 nœuds. 1963, je veux dire la vitesse, 280 km/h. C'est-à-dire pratiquement la vitesse actuelle maximum d'un sous-marin à propulsion nucléaire. Ah non, 280 km/h, c'est pas la vitesse d'un sous-marin. Sous-marin nucléaire, un peu plus vite. C'est beaucoup moins vite que ça. C'est moins vite, c'est 250. oui. Ah oui, 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 c'est ça tout. va vite. Je crois que je l'ai mis plus loin. Bon, en tout cas, je veux dire, hors performance. Oui, Hein, donc, c'est ça le but. Il les accompagna 4 jours, manœuvrant au milieu d'eux et plongeant parfois des profondeurs de 8000 mètres. À cette époque, aucun submersible ne pouvait descendre à une telle profondeur et aller aussi vite. Pour vous donner une idée, le premier sous-marin d'attaque nucléaire français, le Ruby, a été lancé en 1979. Sa vitesse en plongée atteint 25 nœuds, soit 46 km/h. Et son immersion maximum est de 300 mètres. Les sous-marins d'attaque du futur, Barracuda, sont destinés à remplacer les SNA, sous-marins nucléaires d'attaque, type Ruby. Les missions dévolues à ces sous-marins ont évolué par rapport aux missions actuelles du SNA type Ruby. La réalisation lancée en 2006 doit conduire à la livraison du premier bâtiment en 2017. Pour une admission au service actif en 2017, autre rythme d'un bâtiment tous les 2 ans, le système sera admis au service actif en 2028. Source DGA. Je te ferai la DGA la source. Fiche technique. Déplacement en surface, 4650 tonnes. Déplacement en plongée, 5100 tonnes. Longueur, 99 mètres. Diamètre, 8,8 mètres. Propulsion, un réacteur à eau pressurisé de type K15, porte-avions Charles de Gaulle et sous-marin nucléaire lanceur d'engin nouvelle génération, SNLE NG, immersion supérieure à 350 mètres, équipage 60 personnes. Vérifiable. Moi j'ai trouvé ça sur internet, donc n'importe qui peut aller vérifier.